Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le soleil était ardent sur Lagos, projetant des vagues de feu sur le 3e pont continental encombré. Le klaxon incessant résonnait comme une ville qui gémit sous son propre poids. Le chef Shigeoko Bessé, surnommé Seiji, était assis dans son luxueux Range Rover noir, flanqué de 3 SUV arborant l'emblème de Bessé Holdings. Vêtu d'une tenue de sénateur blanche impeccable et de lunettes de soleil de créateur foncé, Seiji parcourait les nouvelles de son stratège de campagne. La chaleur, le bruit, le chaos, rien de tout cela ne le dérangeait. Mais soudain, du coin de l'œil, il vit quelque chose qui le figea en plein défilement. Une femme visiblement enceinte, vêtue d'un peignoir délavé et d'un chemisier ample, se faufilait entre les voitures stagnantes. Sur sa tête, un plateau rempli d'ananas et d'oranges. Elle avançait lentement, le ventre bombé, le visage luisant de sueur, ses pantoufles usées. Seiji plissa les yeux. « Arrête la voiture », dit-il calmement. Son chauffeur hésita, déconcerté par l'ordre. « Oga ?» Seiji répéta, « J'ai dit stop. » Maintenant. Le convoi s'arrêta brusquement, provoquant une scène discrète dans la circulation déjà agitée. Les sirènes se turent. Les vitres se baissèrent. Les agents de sécurité, alarmés, sortirent prudemment. Les conducteurs derrière eux commencèrent à jurer, agitant les mains. Mais Seiji ignora tout. Il ouvrit sa portière et s'avança dans la chaleur. Alors que ses mocassins noirs et cirés touchaient le goudron, les spectateurs chuchotaient et le fixaient. Était-ce le milliardaire? L'Amarashi en question ne le remarqua même pas au premier abord. Trop absorbée par la stabilisation de son plateau et l'éventail qu'elle utilisait avec un morceau de carton, elle ne le remarqua même pas. Lorsqu'elle leva enfin les yeux et vit l'homme de grande taille s'avancer vers elle, entouré de gardes du corps, elle recula instinctivement. « Bonjour », dit Seiji d'un ton neutre. « Comment t'appelles-tu » Amarashi cligna des yeux, incrédule, serra son ventre gonflé d'un geste protecteur et répondit avec prudence, « Amarashi. » Seiji fit un geste vers sa charge. « Tu ne devrais pas être là, comme ça. Tu es à quel stade de grossesse ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « 7 mois. Je vends des fruits à manger. Tu peux en acheter, mais je ne m'en dis pas. » Cette réponse le prit de court et l'amusa. Ce soir-là, alors qu'Amarashi était assise sous le zinc rouillé de sa chambre partagée à Adjugun, les événements de la journée se rejouèrent dans son esprit. Elle s'attendait à un jugement ou à de la pitié, mais cet homme, Seiji, quelqu'un avait murmuré son nom dans la circulation, l'avait simplement regardée comme si elle était humaine, et non une nuisance. Pourtant, elle n'était pas impressionnée. Elle avait appris à se méfier des regards bienveillants. La vie lui avait très tôt enseigné les pires leçons. Ses parents étaient morts dans une explosion de gaz quand elle avait 19 ans, juste après son premier semestre à l'université. Laissée avec un jeune cousin et une tante veuve, elle avait abandonné ses études et s'était lancée dans le commerce ambulant pour survivre. Puis vint Uvashukwu, un homme au discours doux, à la tenue soignée et prometteur en mariage. Lorsqu'elle tomba enceinte, il disparut, ne la laissant que honte et un ventre qui grossissait. Sa tante Ngozi l'avait recueillie, la langue bien pendue, mais le cœur tendre. Ils survécurent chaque jour grâce à leur courage et à leur grâce. Amarashi baissa les yeux vers son ventre et murmura, « Tout ira bien. Je vais continuer. » Le lendemain matin fut comme tous les autres, réveil matinal, puisage d'eau, découpage des fruits, emballage soigné. Mais ses pas lui semblaient plus lourds. Son corps lui faisait mal. Le soleil n'était pas encore levé, mais Lagos était déjà réveillé, avec ses bus impatients et ses acheteurs matinaux. En approchant à nouveau de la route principale, elle se demanda si elle avait imaginé la veille. Cet homme s'était levé comme s'il pouvait changer le monde d'un seul coup de fil. Mais elle savait que des hommes comme lui n'aidaient pas vraiment des gens comme elle. Elle ne se laissait pas aller à rêver. Son bébé n'avait pas besoin de rêve. Il avait besoin de gari, d'huile de palme et de couches propres. Alors, quand elle a vu un vendeur de journaux brandir une avec sa photo, un milliardaire interrompant la circulation pour un vendeur de fruits, ses genoux ont cédé. C'était réel. Les gens l'ont regardé. Certains le pointèrent même du doigt. Elle serra plus fort son plateau et continua son chemin. Seiji était assis dans son bureau chez Bessé Holdings, tapotant son stylo contre la table en verre. Son assistant, Daniel, venait de lui montrer le journal,
plusieurs exemplaires, en fait. L'histoire est devenue virale, monsieur. Sur les réseaux sociaux aussi. Certains se moquent, d'autres l'exaltent. Le camp du sénateur Kumel présente cela comme un coup monté. Seiji ne répondit pas immédiatement. Il repensa au regard d'Amarashi, à son immobilité, à la façon dont il avait défié la pitié. La plupart des gens dans sa situation se seraient accrochés à cette opportunité. Pas elle. Il ne savait pas si c'était de l'orgueil insensé ou une dignité peu commune. Quoi qu'il en soit, elle avait laissé une impression. « Trouvez-la » dit Seiji. Daniel cligna des yeux. « Monsieur ? Donnez-moi son nom et où elle habite. Je veux aider. » Daniel s'agita, mal à l'aise. « Et si elle refuse encore ?» Seiji se leva, ajusta sa montre et dit doucement, puis, il lui proposera quelque chose qu'elle ne pourra pas refuser. Plus tard dans l'après-midi, Amarashi fut abordé par un jeune homme en costume dans un SUV noir près du carrefour. « Mademoiselle Amarashi Naji » demanda-t-il en lui tendant une carte avec le blason d'Obese Holdings. Elle se figea. « Mon patron aimerait te parler. » Elle secoua la tête. « Dis-lui merci, mais ça ne m'intéresse pas. » L'homme a réessayé. Il veut apporter son aide, médicalement et financièrement, sans condition. J'ai dit non, a-t-elle répondu d'une voix ferme. Laisse-moi souffrir en paix. Elle se retourna et s'éloigna, ignorant les regards curieux. Ce soir-là, Seiji était assis seul sur son balcon, sirotant du zobo, en regardant la silhouette des Legos. Il lui avait proposé son aide. Elle l'avait refusé. Il ne pouvait pas la forcer, mais quelque chose en elle le hantait. Il avait la richesse, le pouvoir, tout, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la femme qui avait tout abandonné. Samuel Obese avait lui aussi vu la vidéo virale. Il ne s'intéressait guère à la politique ni aux affaires. Il avait 8 ans, après tout, mais il savait que son père s'arrêtait rarement pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. Pourtant, cette femme, Amarashi, avait fait réfléchir son père. Il avait posé des questions à la gouvernante, puis à sa nounou. Personne n'avait de réponse. Alors, lorsqu'il aperçut une silhouette familière sur les images de vidéosurveillance du complexe, Daniel montrant une photo de la même femme à l'entrée, sa curiosité s'éveilla. « Papa, qui est-ce » Seiji fut pris au dépourvu. « Quelqu'un que je voulais aider. »« Pourquoi ne te laisse-t-elle pas faire » Samuel pencha la tête. Seiji sourit faiblement. « Parce que certaines personnes se méfient des bonnes choses. » Elle avait l'air triste. « Pourrait-elle venir dîner » Seiji gloussa. Elle n'aurait pas accepté, même si nous la supplions. Mais cette conversation a semé une graine. 3 jours plus tard, par coïncidence ou par le destin, Amarashi vendait à nouveau près d'Ikwa lorsqu'un petit attroupement s'est formé. Elle se sentait faible à cause de la chaleur et n'avait pas mangé. Soudain, sa vision se brouilla. Elle trébucha. Son plateau s'écrasa. La dernière chose qu'elle vit fut Samuel, oui, ce garçon du journal, qui se précipita vers elle avec inquiétude. « Papa. » C'est elle. Elle tombe. C'est à ce moment-là que Seiji a bondi hors de sa voiture, choqué de la voir s'effondrer sous ses yeux. Il n'a pas réfléchi. Il l'a portée lui-même dans le SUV, Samuel lui tenant la main. « On va l'emmener à l'hôpital » a dit Seiji d'une voix ferme. Cette fois, Amarashi ne put refuser, non par fierté, mais parce qu'elle était inconsciente. Amarashi se réveilla dans un lit trop mou, au drap trop blanc. Une légère odeur d'antiseptique flottait dans la pièce, et le bip des machines était rythmé. Instinctivement, sa main se porta à son ventre. Son bébé était toujours là. En sécurité. Son regard parcourut la pièce inconnue. Ce n'était pas une salle d'hôpital. C'était un endroit intime, immaculé, luxueux. Avant qu'elle puisse se lever complètement, on frappa doucement à la porte et Seiji entra, vêtu d'un cafetan bleu marine. « Tu es réveillé » dit-il doucement. Amarashi se redressa lentement. « Où suis-je » ? « Ma maison. »« Tu t'es évanoui. Tu avais besoin de repos. Le médecin a dit que tu étais gravement déshydraté. » Amarashi cligna des yeux. « Pourquoi t'en soucies-tu » Seiji ne répondit pas directement. « Mange d'abord. Ensuite, tu pourras partir si tu veux. » Cette réponse l'agaça encore plus. « Alors, je suis un projet maintenant »
Quelque chose à réparer? Il haussa un sourcil. Non. Mais si quelqu'un s'effondre devant toi, tu ne t'en vas pas. Plus tard dans la nuit, Amarashi était assise au bord du lit moelleux, les yeux fixés sur le riz jollof intact posé sur le plateau à côté d'elle. Ses pensées étaient folles. La pièce était trop silencieuse. Trop sûre. Trop différent de son monde. Sa tante s'inquiéterait, mais l'idée de sortir maintenant, enceinte et faible, la terrifiait. Elle avait déjà vu de la pitié dans les yeux des hommes, mais celle de Seiji ne ressemblait pas à de la pitié. Plutôt à de la responsabilité. Cela l'effrayait encore plus. Que voulait-il en retour? Pourquoi était-elle là? Dans la pièce voisine, Seiji regarda le babyphone placé à côté de lui. Une infirmière avait insisté pour qu'il soit installé afin de pouvoir surveiller Amarashi en cas de détresse. Il n'était pas sûr de ce que le lendemain lui réserverait. Mais il savait une chose, cette femme allait bouleverser son monde paisible. Amarashi ne savait pas comment se comporter dans un endroit où le sol scintillait comme du verre et où les gens lui demandaient ce qu'elle voulait manger au lieu de lui aboyer des ordres. Elle se tenait, maladroitement, sur le seuil de la chambre d'amis, qui aurait pu contenir toute sa propriété. Les draps étaient propres, le lit immense, et il y avait même un petit réfrigérateur qui ronronnait doucement. Le personnel, et surtout la gouvernante, Madame Ronk, la regardait comme si elle n'était pas à sa place, comme une tache dans la décoration impeccable de la maison. Amarashi garda néanmoins la tête haute, le menton provocateur. Lorsque Ronk lui demanda gentiment mais avec condescendance si elle avait besoin d'aide, « Madame », la réponse d'Amarashi fut ferme, « Je suis enceinte, pas inutile ». La nouvelle de l'étrange invité se répandit rapidement dans la maisonnée. Le chauffeur murmurait à l'oreille du portier, qui murmurait à l'oreille du chef, dont les choix d'assiettes semblaient révéler sa personnalité. Amarashi remarquait tout, chaque regard, chaque sourire teinté de suspicion, et refusait de les laisser voir son effondrement. Mais lorsqu'elle fermait la porte le soir, elle restait assise, les bras serrés autour de son ventre, se demandant si elle n'avait pas fait une erreur. Seiji, quant à lui, observait silencieusement de loin. Il n'intervint pas beaucoup après la visite à l'hôpital, s'assurant simplement que les médecins effectuaient un suivi et qu'Amarashi avait tout ce dont elle avait besoin. Mais chaque soir, il jetait un coup d'œil dans le couloir, à l'affût de signes de mouvement ou de problème. Samuel était plus curieux que son père et décida bientôt de devenir l'escorte officieuse d'Amarashi. « Tu aimes les dessins animés ?» demandait-il, assis au bord de son lit avec sa tablette. Amarashi avait d'abord été guindé, mais l'innocence de Samuel avait érodé sa réserve. « Seulement Tom et Jerry », répondit-elle finalement avec un sourire. Il n'en fallut pas plus. Bientôt, il l'entraînait au salon pour regarder des émissions où lui montrait ses livres sur les animaux de l'espace. Malgré elle, elle commença à ressentir une étrange chaleur, étrangère et fugace, mais une chaleur néanmoins. Étage Seiji, constatant ce lien discret, ne put s'empêcher de se demander ce qui, chez elle, poussait son fils, habituellement silencieux, à parler autant. Par un mardi matin pluvieux, Amarashi se retrouva à la bibliothèque, échappant ainsi aux regards et aux murmures du personnel. Elle ne lisait pas, elle se cachait. Mais soudain, son regard tomba sur un livre dont elle se souvenait de l'école, un manuel de psychologie qu'elle avait utilisé pendant sa première année à l'université. Elle toucha sa tranche comme si c'était un vieil ami. Cela lui rappelait des souvenirs, des cours sous des ventilateurs qui fonctionnaient à peine, le partage de suya avec ses camarades, le rêve de devenir conseillère d'orientation. Elle avait adoré l'école, mais la vie en avait décidé autrement. Après la mort de ses parents, elle avait du mal à joindre les deux bouts, jusqu'à ce que le stress la ronge. Elle avait rencontré Uvashikui lors d'un stage d'enseignement dans une école privée. Il était charmant, plus âgé, et lui avait tout promis, soutien, amour, un foyer. Elle le croyait. Puis, un matin, elle s'est réveillée avec un mot sous son oreiller et une armoire vide. C'était 2 semaines après lui avoir annoncé sa grossesse. Sa tante, Gozi, ne lui a jamais laissé oublier cette erreur. Un livre n'est pas de la nourriture, disait-elle toujours. Mieux vaut vendre des oranges que courir après des rêves morts. Seiji trouva Amarashi dans la bibliothèque, la main toujours posée sur le livre. Elle leva les yeux à son entrée, visiblement surprise mais sereine. Il remarqua la tristesse dans ses yeux avant qu'elle ne la masque. « C'était ton cours ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Je voulais aider les gens. Maintenant, je ne peux même plus m'aider moi-même. » C'était la première fois qu'elle disait quelque chose de vulnérable.
Seiji resta assis en face d'elle, silencieux un long moment. Tu peux encore, dit-il finalement. Il n'est pas trop tard. Amarashi lui adressa un sourire amer. Pour les gens comme moi, tout est trop tard. Même les secondes chances sont réservées à ceux dont le nom de famille compte. Seiji n'a pas protesté. Au contraire, il a dit, je sais ce que c'est que de vouloir revenir en arrière, mais de ne pas pouvoir. Amarashi fronça les sourcils. Toi? Que pourrais-tu bien regretter? Seiji baissa les yeux vers ses mains, soudain distantes. J'ai perdu ma femme en couche. Elle est morte, le bébé non plus. C'est pour ça que je n'ai que Samuel. L'expression d'Amarashi s'adoucit. Pendant un instant, deux inconnus venus de mondes opposés restèrent assis en silence, liés par des versions différentes du deuil. La presse de Lagos était implacable, et l'image du convoi de luxe de Seiji, arrêté pour une vendeuse de fruits enceinte, avait été exploitée à outrance. Les blogs en ligne spéculaient qu'il s'agissait d'une maîtresse perdue depuis longtemps. Certains ont parlé d'un coup de pub pour redorer l'image de Seiji avant une campagne politique annoncée. Qui est la mystérieuse femme dans la demeure d'Obezé? Un titre attitré. De vendeuse de fruits à première dame, un autre a été moqué. Le personnel murmurait plus fort, certains l'accusant même d'avoir piégé le veuf avec un bébé qui n'était pas le sien. Amarashi n'avait pas besoin de lire les blogs, elle le voyait dans les regards, les sourires forcés et le jugement qui se cachait derrière chaque bonjour. Elle restait plus longtemps dans sa chambre, évitait Seiji et avait même dit à Samuel qu'il ne pourrait pas lui rendre visite cette semaine-là. Pourquoi? Demanda le garçon, confus et blessé. Elle répondit simplement, tu ne comprendras pas, Amarashi avait survécu à pire, mais la honte était une lame tranchante, plus tranchante lorsqu'elle était maniée par des inconnus cachés derrière des écrans. Seiji était furieux. Il a jeté le journal sur son bureau et a appelé son équipe de relations publiques. Je veux que cette histoire soit enterrée, a-t-il aboyé. Tactique de diversion de la part des gens de Kumel, répondit son conseiller. Ils pensent qu'en la scandalisant, ils peuvent nuire à votre réputation. Seiji connaissait le jeu, la politique à Lagos était un jeu d'échecs avec des pièces tachées de sang. Mais Amarashi n'était pas un pion qu'il était prêt à sacrifier. Ce soir-là, il lui rendit visite dans sa chambre pour la première fois depuis des jours. Elle ne leva pas les yeux. Je suis désolé, dit-il. Ce n'était pas censé arriver. Mais c'est arrivé, murmura-t-elle. Et je ne peux pas me permettre de faire la une des journaux. J'attends un enfant. Il soupira. Tu ne seras pas là pour toujours, Amarashi. Mais tant que tu y seras, je te protégerai. Elle secoua la tête. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste partir dignement. Ces mots résonnèrent dans le cœur de Seiji plus qu'elle ne l'imaginait. Malgré ses réticences, Amarashi ne pouvait rester enfermé indéfiniment. Samuel refusait d'être exclu, et sa persévérance était enfantine, mais puissante. Un après-midi, il fit irruption dans sa chambre avec un sac en plastique rempli de bonbons et un petit dessin. « J'ai fait ça pour toi et ton bébé », déclara-t-il. C'était un dessin grossier au crayon représentant une femme au ventre rond et un bébé souriant dans les bras. Le cœur d'Amarashi se serra. Elle prit la photo et murmura « Merci, Sami ». À partir de ce jour, il commença à l'appeler « Tante Amara », et elle, à son tour, se surprit à rire davantage, d'un rire calme et prudent qui n'avait pas brillé sur ses lèvres depuis des mois. Ils jouèrent aux petits chevaux, se racontèrent des histoires, et elle commença même à l'aider à réviser ses devoirs. Un soir, Samuel demanda « Est-ce que mon petit frère sera ami avec ton bébé ?» Amarashi le fixa, les larmes aux yeux. « Oui, dit-elle. Si nous avons de la chance, ils le seront. » Seiji observait ces interactions de loin, partagées entre inquiétude et admiration. Il n'avait pas vu Samuel aussi animé depuis la mort de sa mère. Le garçon avait grandi trop vite, comprenant la perte d'une manière que les enfants ne devraient pas comprendre. Amarashi, malgré son entêtement et ses cicatrices, avait réussi à combler le silence que ni lui ni Nani n'avaient jamais pu combler. Seiji commença à reconsidérer la situation, comment le destin avait placé cette femme sur son chemin, comment elle avait résisté à son aide, non par arrogance, mais pour préserver sa dignité. Il se surprit à vouloir en savoir plus sur elle, ses rêves, ce qu'elle aimait, ce qu'elle craignait. Mais il savait qu'il valait mieux ne pas se précipiter. Amarashi n'accordait pas facilement sa confiance, et Seiji n'était pas sûr non plus de mériter cette confiance. Ce fut une soirée calme lorsqu'Amarashi parla enfin de ses rêves.
Seiji et Samuel l'avaient invité à dîner avec eux sur le balcon. Tandis que les lumières de la ville scintillaient au loin et que le vent apportait de faibles bruits de circulation, la conversation s'orienta vers l'avenir. Si tu pouvais faire quelque chose, demanda Seiji, que ferais-tu? Amarashi regarda la ville. Je voulais devenir thérapeute. Travailler avec les femmes. Les aider à guérir. Maintenant. Je veux juste que mon enfant ait plus de chance que moi. Seiji hocha lentement la tête. C'est encore possible. Elle rit amèrement. Pour des gens comme vous, peut-être. Je n'ai pas le luxe de tout recommencer. Seiji se pencha en avant. Peut-être pas. Mais tu as la force. Et j'ai les ressources. Cela peut être un début. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle lui raconta plutôt l'histoire d'une camarade de classe qui avait tenté de se suicider après être tombée enceinte et avoir été reniée. Amarashi avait essayé de l'aider, mais elle ne savait pas comment. Elle n'a pas survécu, dit-elle doucement. Je me suis toujours demandé si je serais la prochaine. Mais tant bien que mal, j'ai survécu. Sa voix se brisa. Je ne veux plus me contenter de survivre. Le visage de Seiji s'adoucit. Alors ne le fais pas, trouvons un moyen de vivre. Ils restèrent assis là, silencieux, après cela, leurs fragments parlant plus fort que leurs mots. Et même si aucun d'eux ne le savait alors, cette nuit-là marquerait le début de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. La paix du complexe fut brisée par la voix de Ngozi dès son arrivée au manoir obésé. Ses pantoufles claquèrent sur le sol de marbre avec une détermination féroce tandis qu'elle dépassait en trombe le garde de sécurité qui tentait de l'arrêter. Où est-elle? Amarashi. Sa voix résonna dans le couloir comme le tonnerre. Amarashi sortit précipitamment de sa chambre, surprise, son ventre rond lui montrant le chemin. Ma tante, calme-toi, supplia-t-elle en posant une main sur l'épaule de sa tante. Mais les yeux de Ngozi lançaient des éclairs. Tu veux dire que tu vis ici comme une femme entretenue? Avec un homme qu'on ne connaît pas? Que veux-tu que les gens disent de nous? Seiji apparut sur le palier, calme mais visiblement inquiet. Madame, entrez, s'il vous plaît. On peut parler. Ngozi se tourna brusquement vers lui. Ne me faites pas ça, madame. C'est vous qui gardez ma nièce sous votre toit comme si elle était votre femme? Vous pensez que les filles pauvres sont des animaux à adopter? Amarashi s'interposa. Ma tante, s'il vous plaît. Il m'a sauvé. Je me suis évanoui. Il m'a amené ici. Il n'a rien fait de mal. Mais Ngozi n'écoutait pas. Elle faisait les 100 pas dans le spacieux salon, se moquant des lustres et des meubles luxueux comme s'ils étaient des provocations. D'abord Yugo Shuku a disparu, maintenant tu es enceinte chez un autre homme. Amarashi, as-tu perdu la tête? Ne t'avons-nous pas mieux élevé? La voix d'Amarashi se brisa. Ce n'est pas ce que tu penses. Il a été gentil, respectueux. Samuel m'aime comme une sœur. Je n'ai rien fait de honteux. Mais la tension dans la pièce était intense, celle qui s'accroît après des années de déceptions inexprimées. Seiji s'assit, leur laissant de l'espace, mais les observant attentivement. Au bout d'un moment, Ngozi se tourna vers lui, plus silencieuse, mais toujours le regard dur. Que veux-tu d'elle? Seiji la fixa du regard. Rien. Sauf l'aider. Elle mérite mieux que ce que le monde lui a donné. Les yeux de Ngozi se plissèrent. On n'aide pas comme ça. Je suis peut-être pauvre, mais je ne suis pas stupide. La confrontation se termina par un ultimatum, Amarashi pouvait partir avec sa tante ou rester, à condition qu'elle puisse justifier sa décision de tout son cœur. Cette nuit-là, Amarashi resta assise près de la fenêtre, luttant entre le poids de la loyauté et celui de la survie. Elle n'arrivait pas à dormir. Ngozi était rentrée à Ajigunle ce soir-là, refusant même de boire un verre d'eau chez les obésés. Mais avant de partir, elle avait laissé un mot sur la commode d'Amarashi, « N'oublie pas d'où tu viens ». Ces mots lui rongeaient la poitrine. Elle devait tout à sa tante, un toit, de la nourriture, un amour bienveillant. Mais plus elle restait chez Seiji et Samuel, plus elle découvrait la vie dont elle avait rêvé. Ses matinées commençaient désormais par des bains chauds et des vitamines prénatales. Elle pouvait à nouveau lire, manger sans compter et sourire sans peur. Pourtant, elle craignait ce que cela signifiait de désirer ces choses. Trahissait-elle son passé?
Était-elle stupide de faire confiance à Seiji? Elle avait connu trop d'hommes bienveillants jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Mais Seiji était différent, ou voulait-elle simplement désespérément le croire? La guerre intérieure était incessante. La familiarité de l'affection brutale de sa tante, le bruit de la cour commune lui manquait. Mais ici, elle sentait son enfant à naître gigoter la nuit, comme s'il en voulait lui aussi davantage. Seiji remarqua qu'elle s'éloignait. Elle parlait moins, riait moins. Un après-midi, il l'invita à le rejoindre dans le jardin. Là, sous le manguier, il demanda doucement « Veux-tu partir ?» Amarashi le regarda, les yeux fatigués. « Je veux rester, mais je ne veux pas oublier qui je suis. J'ai peur qu'en continuant à profiter de ça, je te doive quelque chose que je ne pourrai pas te rembourser. » Seiji sourit légèrement. « Alors, soyons clairs, tu ne me dois rien. Je ne vous offre pas de charité. Je vous propose un partenariat. Je vous aide maintenant, et peut-être qu'un jour vous aiderez quelqu'un d'autre. » Cette idée lui restait en tête, donner sans condition, recevoir sans honte. Elle murmura, « Est-ce que les gens comme toi existent vraiment ?» Seiji rit doucement. Les gens comme moi en ont assez d'être entourés de gens qui ne sourient que pour le profit. Tu es la première personne à me regarder comme un homme, pas comme un compte en banque. Amarashi baissa les yeux, les larmes aux yeux. Alors peut-être. Je vais rester. Juste un peu plus longtemps. Pour mon enfant. C'est après un petit déjeuner d'Akira et PAP, inhabituellement léger et ponctué des bavardages de Samuel sur les fusées spatiales, que Seiji fit la proposition. Ils s'assirent dans la véranda, la lumière chaude faisant rayonner la peau d'Amarashi. Seiji se pencha en avant, les coudes appuyés sur la table. Amarashi, je sais que tu es allé à l'université. Si je te proposais de financer ton retour à l'université, irais-tu? La question la stupéfia. Elle cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Tu paierais mes frais de scolarité? Seiji hocha la tête. Tes frais de scolarité, ton logement, tout. Pas par charité. Mais parce que le monde a besoin de plus de femmes comme toi à des postes d'influence. Tu étais censé faire plus que vendre des fruits. Les mains d'Amarashi tremblaient légèrement. Personne n'avait jamais cru en elle de cette façon. Il faudrait que j'y réfléchisse, dit-elle doucement, sentant déjà le « oui » bouillonner dans sa poitrine. Prends ton temps, répondit Seiji. Mais ne laissez pas la peur prendre la décision à votre place. Plus tard dans la nuit, Amarashi parcourut les couloirs silencieux du manoir et se retrouva de nouveau dans la bibliothèque. Elle toucha de nouveau la tranche des livres, cette fois avec espoir plutôt qu'avec tristesse. L'idée de retourner à l'école lui semblait un rêve qu'elle avait enfoui sous le poids de sa survie. Mais maintenant, il refait surface, réclamant un peu d'espace pour respirer. Elle murmura à son ventre rond, « Tu es peut-être la raison pour laquelle j'y retourne. » Le lendemain, elle a dit oui à Seiji. Ils ont commencé à discuter des options, des échéanciers et des horaires qui lui permettraient d'étudier à temps partiel après l'accouchement. Pour la première fois depuis des années, elle se projetait dans l'avenir. Mais à chaque pas en avant, des problèmes se profilaient à l'horizon. Des problèmes sous la forme d'un homme politique souriant qui n'aimait pas être éclipsé par les gros titres. Le sénateur Kunel Olamriwaja était assis dans son salon privé, un verre de whisky tourbillonnant à la main, les yeux rivés sur un écran de télévision diffusant un reportage. Le nom de Seiji a de nouveau fait la une des journaux, Obese sponsorise l'éducation des vendeuses de fruits enceintes. Le visage de Kunel se tordit de mécontentement. Cet homme se prend pour le Messie, marmonna-t-il. Son attaché de presse, un jeune homme à la voix rauque et aux cheveux trop gélifiés, se pencha en avant. On peut enterrer ce récit, monsieur. On va la faire passer pour une croqueuse de diamants. On fait passer Seiji pour un imbécile. On fait fuiter des rumeurs, on dit qu'elle porte son enfant. On dit qu'ils sont ensemble depuis des années. Les gens le croiront. Kunel hocha lentement la tête. Alors fais-le. Voyons ce que le public pense de leur maîtresse de bord de route qui sauve des enfants chéris. En quelques heures, les blogs People ont été inondés d'images truquées, de fausses allégations et de citations anonymes d'initiés. Les gros titres étaient brutaux, Obese était la mère secrète de son enfant, et de colporteuse à briseuse de ménage. Amarashi a vu les gros titres sur son téléphone et a failli le laisser tomber. Son visage, autrefois invisible dans la foule, était désormais placardé sur Internet comme un scandale. Sa tante l'a appelé en hurlant, exigeant des explications.
Même certains membres du personnel de CJ redevinrent froids, leur murmure plus aigu, empreint d'un jugement serein et suffisant. Amarashi s'enferma dans sa chambre, se blottit sous les couvertures et sanglota. Elle avait osé espérer, et maintenant on la traînait dans la boue. CJ était furieux. « Nous allons porter plainte pour diffamation », a-t-il déclaré à son équipe juridique. « Et je veux que tous les messages soient supprimés. » Mais certains dégâts étaient irréparables. Amarashi se tenait devant lui ce soir-là, les yeux rouges mais la voix assurée. « Tu comprends maintenant ? C'est pourquoi les gens comme moi n'acceptent pas d'aide. Le monde ne nous laissera jamais nous élever sans essayer de nous humilier. » CJ posa une main sur son épaule. « Laissez-les parler. Tu connais la vérité. Je connais la vérité. Et bientôt, ils la verront aussi. » Le coup de grâce est venu lors d'un gala de charité organisé par CJ pour sa fondation pour l'éducation. Amarashi, vêtu modestement mais élégamment d'une robe fluide en gombo, s'est présenté avec hésitation devant l'insistance de CJ. La soirée a été riche en discours, en performances et en vers trinquants. Mais à mi-chemin, la remarque d'une personnalité mondaine résonna bruyamment dans la salle. « C'est bien la fille, n'est-ce pas ? Celle qui l'a sauvée ? » Enceinte et audacieuse, se pavanant comme si elle avait sa place ici. Le rire qui suivit fut discret, mais Amarashi entendit chaque note. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'excusait. CJ, surpris en pleine conversation avec un donneur, la vit s'enfuir du couloir. Lorsqu'il la rattrapa dehors, près de la voiture qui l'attendait, elle était en larmes. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle. « Je n'ai rien à faire ici. Ton monde n'est pas prêt pour quelqu'un comme moi. » CJ tenta de la rassurer. « Amarashi, tu as ta place. Laisse-les parler. Ils se sont moqués de moi quand j'ai perdu ma femme. Ils parleront aujourd'hui, et oublieront demain. » Mais Amarashi secoua la tête. « Je suis fatigué. Fatigué de prouver que je ne suis ni une voleuse, ni une pute, ni une nuisance. Je veux juste la paix. » CJ serra les poings. « Alors reste. On y fera face ensemble. » Amarashi leva vers lui un regard empreint de gratitude et de détermination. « J'apprécie tout ce que tu as fait. Mais je dois trouver ma propre voie, sans me cacher derrière ton nom. » Et comme ça, elle se retourna et s'éloigna. Retour au chaos. Retour à sa tante. De retour à une vie qu'elle avait autrefois tenté d'échapper, non pas parce qu'elle la préférait, mais parce que c'était le seul endroit où elle pouvait retrouver sa dignité sans condition. Le ciel de Lagos devint gris en début d'après-midi, et à 15 heures, les cieux s'ouvrirent sous une pluie battante. Amarashi se tenait sous le toit en zinc à moitié rouillé d'un kiosque en bord de route, près du pont d'Ojulegba, grelottant, trempé jusqu'aux os. Son emballage lui collait aux mains, lourd d'eau, et son plateau reposait à moitié vide sur un tabouret en bois cassé à côté d'elle. Les passants se précipitaient, parapluie ou sac plastique sur la tête, remarquant à peine la femme enceinte qui tentait de se protéger de la tempête. Depuis son retour à Adjugunal, elle s'était remise à vendre dans les embouteillages, refusant les appels de CJ et déclinant ses offres de soutien silencieuses. Elle avait choisi cette vie, ou du moins l'avait reconquise, aussi brutale fut-elle. Mais ce soir-là, alors que la pluie s'abattait sur sa frêle silhouette et que le tonnerre résonnait dans la ville, elle perdit les os. Ce fut soudain, effrayant et tout à fait public. Les gens haltèrent. Certains hurlèrent. Amarashi se plia en deux, se tenant le ventre, tandis que la douleur lui traversait la colonne vertébrale. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra dans une flaque d'eau, ses cris étouffés par la pluie battante. Quelqu'un avait appelé CJ. Personne ne savait qui. Peut-être un passant inquiet l'ayant reconnu, peut-être un bon samaritain ayant eu pitié de la scène. Mais en quelques minutes, son SUV fonçait à travers la circulation, ignorant les klaxons hurlants et les avertissements de la police. Il l'a aperçue près du rond-point, à peine consciente, entourée de badauds. Sans un mot, il sauta dans l'eau, la serra dans ses bras et cria à son chauffeur d'apporter des serviettes et des couvertures. Elle ouvrit les yeux juste assez longtemps pour le voir. « Pourquoi es-tu là ?» marmonna-t-elle. « Parce que je n'aurais jamais dû te laisser partir, » répondit-il en pressant sa tête contre sa poitrine et en se précipitant vers la voiture. Les spectateurs chuchotèrent à nouveau, téléphone tendu, capturant chaque seconde. Mais CJ s'en fichait. Ce n'était pas une question de politique ou de perception. Il s'agissait d'une femme plus forte que quiconque qu'il ait jamais connue,
qui avait maintenant besoin de quelqu'un pour la soutenir. À l'hôpital privé de Victoria Island, l'accouchement d'Amarachi fut compliqué. La pluie avait causé des retards, elle était déjà en état de détresse et ses constantes vitales étaient instables. Médecins et infirmières se bousculaient, s'exprimant en yoruba pressé et en anglais saccadé. Seiji arpentait le couloir devant la maternité, trempé jusqu'aux os, sa chemise collée à sa peau, les mains serrées et desserrées comme si sa seule volonté pouvait la protéger. Le temps s'écoula comme de la mélasse. Puis une infirmière apparut, le visage indéchiffrable. Elle accoucha. Une petite fille. La mère est stable, pour l'instant. Seiji expira pour la première fois depuis des heures. Il s'affala sur un banc, le visage entre les mains. Il n'avait pas réalisé jusque-là à quel point il tenait à elle, à quel point sa survie était importante. Samuel arriva 1 heure plus tard avec un éléphant en peluche et demanda innocemment, « Puis-je être son grand frère maintenant ?» Seiji sourit malgré sa fatigue. « Oui, mon fils. Tu le es déjà. » Dans la chambre d'hôpital, Amarachi gisait immobile, le corps pâle et fragile, mais une lueur brillait autour d'elle. Le bébé dormait à côté d'elle dans un berceau en verre, ses petits poings serrés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement. Amarachi se réveilla lentement, grimaçant, mais lorsque son regard se posa sur l'enfant, une larme coula. Seiji entra discrètement et s'assit à côté d'elle, sans un mot. Elle se tourna vers lui, la voix rauque. « Elle a réussi ?» Il hocha la tête. « Vous y êtes tous les deux parvenus. »« Elle s'appelle Adalisa, » murmura-t-elle. « La fille de Dieu. » Il regarda l'enfant, puis de nouveau Amarachi. « Elle ne sera jamais seule, » dit-il. « Et toi non plus. » Les mots restèrent muets, mais ils flottèrent dans l'air comme une promesse silencieuse entre deux âmes à jamais changées par une nuit de pluie et de renaissance. Mais la joie fut de courte durée. Un jour après l'accouchement, Amarachi a commencé à présenter des signes d'infection postpartum. Sa température a grimpé en flèche et sa respiration s'est mise à devenir difficile. Les médecins ont découvert une hémorragie interne nécessitant une intervention immédiate. Elle a été ramenée au bloc opératoire tandis que Seiji et Samuel attendaient à nouveau, cette fois la peur au ventre. Les médias avaient déjà eu vent de la naissance et racontaient des histoires sur l'enfant secret de Seiji, l'accusant d'hypocrisie morale. Les commentateurs se sont demandé si le bébé était bien le sien, spéculant sur la chronologie et les motivations. Amarachi, inconscient et s'accrochant à la vie, était devenu un symbole de scandale politique pour certains et d'éveil social pour d'autres. Seiji a refusé les interviews, a bloqué les demandes de presse et a renforcé la sécurité de l'hôpital. Mais la tempête s'intensifiait à l'extérieur, et des murmures au sein de son équipe politique l'exhortaient à prendre du recul pour son avenir. Seiji se tenait au chevet d'Amarachi chaque soir, lui serrant la main et observant les écrans comme s'ils étaient sacrés. Samuel, en pyjama, se blottissait à ses côtés sur un canapé, murmurant des prières jusque tard dans la nuit. Après la deuxième opération, l'état d'Amarachi s'était enfin stabilisé. Son corps avait lutté avec acharnement et sa volonté de vivre s'était révélée inébranlable. Lorsqu'elle rouvrit les yeux et murmura « Est-ce qu'elle va bien ?» Seiji hocha la tête et prit doucement sa fille dans ses bras. « Elle est parfaite. Tout comme toi. » Amarachi serrait le bébé contre elle, le cœur brisé par la gratitude et l'incrédulité. Elle avait survécu. Et pour la première fois, ce n'était pas seulement une question de survie, c'était une question de grâce. Pourtant, ils savaient tous deux que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le monde attendait devant la porte de l'hôpital, les couteaux bien aiguisés. 3 jours plus tard, Seiji tenait une conférence de presse sur les marches de l'hôpital. La foule était immense, journalistes, politiciens, blogueurs, et même des Lagosiens ordinaires, attirés par la curiosité ou l'allégeance. Vêtu d'un simple cafetan noir, Samuel à ses côtés, Seiji s'avança et s'éclaircit la gorge. « Permettez-moi de commencer par dire ceci, Amarachi Nagi n'est pas ma maîtresse. Elle n'est pas mon amante secrète. C'est une Nigériane qui mérite compassion et dignité. Elle est la mère d'une fille magnifique et l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. » Les flashs des appareils photo ont brillé. Des murmures se sont répandus dans la foule. Quand je l'ai vu vendre des fruits sous la pluie, je ne connaissais pas son nom. Mais j'ai vu quelqu'un qui m'a rappelé ce que ce pays oublie, chaque vie humaine, aussi pauvre ou brisée soit-elle, mérite une chance. Si vous voulez me critiquer pour l'avoir aidé, qu'il en soit ainsi. Son discours a immédiatement fait la une des journaux. Seiji soutient le vendeur de fruits,
Aubezé rejette les jeux politiques, le sénateur Cumel reste silencieux face au tollé d'Aubezé. Le vent a tourné rapidement. L'opinion publique s'est tournée vers CJ. Nombreux sont ceux qui l'ont félicité pour avoir fait ce que d'autres n'auraient pas fait. D'autres ont raconté leurs propres histoires, inondant Internet de messages de solidarité envers Amarachi. Les conseillers politiques de CJ, autrefois effrayés, s'efforcent désormais de s'aligner sur le nouveau récit. Mais CJ en avait assez de jouer les petits jeux. Il a convoqué son conseil d'administration et a discrètement annoncé qu'il se retirait de la course au poste de gouverneur. « Je ne fais pas ça pour les applaudissements », a-t-il déclaré. « Je le fais parce que la politique ne mérite pas de détourner la compassion. » La salle était stupéfaite, mais CJ en sortit avec une certitude tranquille. Il avait choisi l'humanité plutôt que l'ambition et, ce faisant, avait retrouvé son âme. Amarachi quitta l'hôpital des semaines plus tard, plus fort mais toujours prudent. Elle ne retourna pas dans la propriété adjugunale, mais dans une modeste maison que CJ avait réservée à son nom, un endroit calme, loin des projecteurs, où elle et Adalisa pourraient se reposer. La maison était petite mais belle, avec des murs bleus, des meubles moelleux et un jardin qui, selon Samuel, serait parfait pour jouer à cache-cache. Un matin, alors qu'elle allaitait sa fille près de la fenêtre, le titre du journal attira son attention, « Une femme obéie à sa taille parle, je ne suis pas à lui, mais je n'ai pas honte ». Elle n'accordait pas d'interview, mais un journaliste avait écrit un éditorial percutant, utilisant son histoire comme un symbole de résilience, d'inégalité sociale et d'espoir. Amarachi plia le journal en silence et baissa les yeux vers son enfant. « Ils ne me définiront plus jamais », murmura-t-elle. Plus tard dans la semaine, CJ est venu lui rendre visite. Ils étaient assis dehors, buvant du zobo et regardant Adalisa dormir dans son lit. « Je crois que la tempête est passée », a-t-il dit. Amarachi gloussa. « Au Nigeria ? Les tempêtes arrivent par cycle. » Il sourit. « Ensuite, nous construirons des toits plus solides. » Elle se tourna vers lui, le regardant fixement. « Pourquoi ne m'as-tu pas abandonné ?» Il haussa les épaules. « Tu m'as rappelé qui j'étais avant de devenir trop riche pour voir du monde. » Ils restèrent assis en silence un moment, le vent emportant un léger rire intérieur de Samuel. « J'ai réfléchi, » ajouta CJ. « Je veux que tu viennes travailler dans ma fondation. Aide-nous à trouver d'autres personnes comme toi. Offre-leur des opportunités que tu n'as jamais eues. » Amarachi le regarda, les larmes aux yeux. « Tu essaies encore de me sauver ?» Il secoua la tête. « Non. Je crois que maintenant, c'est toi qui me sauves. » Amarachi se réveilla au doux craquement de sa nouvelle maison, le soleil matinal filtrant doucement à travers les rideaux. Près de son berceau, Adalisa s'agitait, bâillant avec ce visage plissé de nouveau-né qui faisait chavirer le cœur d'Amarachi à chaque fois. Des semaines s'étaient écoulées depuis son séjour à l'hôpital. Des semaines depuis qu'elle avait vu la porte de la mort et l'avait franchie avec un miracle à la main. L'air sentait le talc et le thé zobo, les murs étaient peints d'un bleu océan apaisant. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Amarachi se sentait en sécurité. Un après-midi, CJ arriva, dossier en main et un sourire discret aux lèvres. « Nous avons développé la fondation Aubezé, dit-il. Nous souhaitons que vous nous rejoigniez et que vous lanciez une nouvelle initiative de sensibilisation pour les jeunes filles enceintes. Vous serez formés. Nous commencerons doucement. Mais tu en seras le visage. » Amarachi cligna des yeux. « Tu veux que je travaille pour toi ?» CJ secoua la tête. « Non. Je veux que tu travailles avec moi. Tu as survécu à un monde qui essaie d'engloutir des femmes comme toi. Maintenant, je veux que tu aides ceux qui se battent encore. » Amarachi ne répondit pas immédiatement. Elle se dirigea vers le lit d'Adalisa, la prit dans ses bras et la serra contre elle. « Tu crois que j'y arriverai ?» demanda-t-elle doucement. CJ n'hésita pas. « Je sais que tu peux. » La semaine suivante, Amarachi est entrée pour la première fois à la fondation Aubezé, bien plus qu'une simple visiteuse. Elle a été accueillie par un personnel curieux et quelques visages sceptiques, mais elle a gardé la tête haute. Sa première journée a été marquée par des séances de formation, des rencontres avec le directeur général de CJ et une visite des centres d'accueil. Ce soir-là, épuisée mais inspirée, Amarachi contemplait son bébé en tenant un dossier intitulé « L'initiative Nagi pour l'autonomisation des jeunes mères ». Le titre était une idée de CJ, mais l'histoire qui se cachait derrière était la sienne. Elle était passée des coins de rue et des bols en plastique aux réunions politiques et aux projets.
Ce n'était pas de la magie. C'était une rédemption. Méritée, pas donnée. Ngozi ne lui avait pas rendu visite depuis sa naissance. Sa fierté était profonde, et Amarachi comprenait. Ils avaient mené trop de batailles ensemble pour être anéantis par des malentendus, mais la réconciliation exigeait plus que du temps. Il fallait de l'humilité. Un week-end, Amarachi prépara un petit sac de voyage et partit pour Ajigumo avec Adolisa. Le quartier n'avait pas changé. Mêmes égouts à l'odeur de fer, mêmes voisins qui crient, même sifflement de bouilloire dans les cabanes à cuisiner. Ngozi ouvrit le portail et se figea à la vue de sa nièce. « Alors tu t'es souvenu de nous » dit-elle d'un ton neutre. Amarachi ne protesta pas. Elle s'approcha d'elle et lui prit doucement le bébé dans les bras. Elle s'appelle Adolisa et elle a besoin de sa grand-mère. Ngozi baissa les yeux vers le bébé et, pour la première fois depuis des années, ses traits durcis s'effondrèrent. « Tu lui as bien donné ton nom » murmura-t-elle en berçant le bébé comme s'il était en porcelaine. Elles restèrent assises sur un banc en bois pendant des heures, à parler, à se disputer, à pleurer. Ngozi écoutait Amarachi expliquer ses décisions, non pas pour les justifier, mais pour montrer que la survie exigeait parfois des choix impossibles. Elle lui parla de l'hôpital, de l'opération, du travail préparatoire de Seiji et de son projet de retourner à l'école. « Je n'ai jamais voulu te laisser derrière moi, » dit Amarachi, les yeux brillants. « Je voulais juste quelque chose de plus pour elle. » Ngozi hocha lentement la tête. « Et tu l'as eu. Tu es devenue plus femme que je ne l'aurais jamais espéré. » Cette nuit-là, Amarachi dormit dans son coin d'enfance, cette fois non par désespoir, mais par amour. Et quand elle partit le lendemain matin, Ngozi lui remit une petite enveloppe remplie de bracelets pour bébé et un mot, « L'orgueil n'élève pas les enfants. » La présence, oui. Je suis là maintenant, quand tu as besoin de moi. La décision de se retirer de la politique avait choqué plus d'un, mais Seiji y avait trouvé un soulagement inattendu. Alors que la course s'intensifie et que le sénateur Kano est désormais sous le feu des critiques pour corruption et diffamation, le retrait de Seiji le fait paraître au-dessus de la mêlée. Mais Seiji ne se soucie plus de l'image. Il se préoccupe de l'impact. Chaque matin, il se levait tôt pour accompagner Samuel à l'école, s'arrêtant parfois pour une accura chez la dame qui l'accueillait désormais comme un membre de sa famille. L'après-midi, il organisait des réunions de fondation, examinait des demandes de subventions et passait du temps avec Amarachi pour discuter de l'expansion du projet. Ils travaillaient bien ensemble, deux personnes qui avaient vu la cruauté du monde et avaient décidé de construire des ponts plutôt que des murs. Peu à peu, son visage a commencé à apparaître moins sur les affiches politiques et davantage dans les programmes communautaires. Son conseil d'administration était inquiet. Certains investisseurs craignaient un changement de cap. Mais Seiji a tenu bon. « J'ai assez d'argent pour vivre 3 vies », a-t-il déclaré lors d'une réunion trimestrielle. « Ce que je veux maintenant, c'est donner du sens à ces vies pour ceux qui n'ont jamais de seconde chance. » La même semaine, Amarachi a lancé une initiative visant à construire des camionnettes sanitaires mobiles pour les mères à faible revenu. Seiji a pleinement soutenu l'initiative. 2 mois plus tard, les camionnettes jaunes vifs étaient lancées, étiquetées « Clinique pour maman sûre ». Amarachi visitait chaque site, Adalisa enroulée sur son dos, inspirant les jeunes femmes et leur montrant à quoi ressemblait la survie lorsqu'elles choisissaient de prospérer. Sa présence attirait les regards, non pas à cause de qui elle était, mais à cause de ce qu'elle était devenue. Amarachi ajusta son foulard et fixa le portail de l'université avec un sourire nerveux. C'était surréaliste d'être de retour, non pas comme une décrocheuse, ni comme une passante, mais comme une étudiante. Une mère. Une femme investie d'une mission. Son emploi du temps était rigoureux, cours magistraux d'une demi-journée, travail le soir à la fondation et repas nocturnes. Mais elle ne se plaignait pas. Chaque pas lui semblait un pas vers la guérison. Elle assistait aux cours aux côtés de camarades plus jeunes, plus privilégiés, et souvent inconscients de ses cicatrices. Pourtant, elle tenait bon. Elle posait des questions, restait tard à la bibliothèque, et lorsqu'on lui demandait pourquoi elle revenait, sa réponse était toujours la même, « Ma fille n'aura jamais à choisir entre les livres et le pain. » Sur le campus, son histoire se répandait à voix basse. Certains l'admiraient. D'autres doutaient d'elle. Mais Amarachi ignorait tout cela. Son objectif était clair. Chaque soir, elle retournait à la fondation pour examiner les rapports, encadrer les jeunes filles et nourrir Alissa avant de se coucher. Seiji continuait de la soutenir discrètement, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, sans jamais s'imposer.
Samuel, maintenant plus âgé, aidait parfois à garder les enfants, annonçant fièrement à qui voulait l'entendre, « C'est ma sœur. Et voilà ma tante Amara. » Amarachi a commencé à écrire ses mémoires pendant son temps libre, documentant son parcours non pas pour la gloire, mais pour ceux qui avaient besoin de voir que se relever était possible, même quand le monde s'attendait à la chute. La salle était remplie d'invités, de bénéficiaires, de donateurs, d'étudiants, de maires et de journalistes. La Fondation Obesé célébrait son premier anniversaire depuis sa relance, et Amarachi se tenait à la tribune, vêtu d'une simple robe couleur crème, Adalisa se balançant gracieusement sur sa hanche. Son discours était manuscrit et tremblait dans sa main, mais sa voix était imperturbable. Il y a 1 an, j'étais au bord de la route. Enceinte de 7 mois, un plateau de fruits sur la tête et la pluie dans les yeux. Je pensais que mon histoire s'arrêterait là. Mais quelqu'un s'est arrêté pour moi. Non pas parce que j'étais spécial, mais parce que j'étais humain. Il y eut de légers reniflements dans la foule. Cet arrêt changea tout. Il me rappela qu'aider n'est pas une faiblesse. C'est ce dont nous avons tous besoin parfois. CJ se tenait au fond, Samuel à ses côtés, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Mais ses yeux brillaient de fierté. Il avait accompli de grandes choses dans sa vie, mais rien ne l'avait autant touché que de voir Amarachi prendre les rênes de son destin. À la fin de son discours, Amarachi leva les yeux, les fixant du sien. Ce fondement reposait sur une idée simple, chacun mérite une seconde chance. Aujourd'hui, je suis cette chance. Et je vous promets que je passerai le reste de ma vie à offrir la même chose aux autres. Le public s'est levé pour applaudir. CJ sourit et chuchota à Samuel, « Qu'est-ce que je t'ai dit, fiston ?» Samuel sourit. Ce n'est plus seulement tante Amara. C'est une légende. Et c'est ainsi que l'histoire, née dans les embouteillages de Lagos, est devenue un héritage. Merci de votre attention. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.